comment voir les choses dans ce J'ai sens-là. compris votre question. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le pourcentage à laquelle on doit arriver en termes de vaccination pour la protection d'une population, pour l'éradication ou l'élimination d'une maladie. Par exemple, je donne l'exemple de la rougeole. C'est vrai que la rougeole, pour éviter le problème dans lequel est tombée l'Europe cette année, il faut vacciner plus de 80% de la population. La grippe, c'est une vaccination individuelle. Ce n'est pas dans le même cadre. Hein. C'est pas dans le même cadre. C'est pas pour éliminer la rougeole, pour éliminer la polyomyélite. On ne va pas éliminer la grippe. La grippe, on ne va jamais l'éliminer. Pour une simple raison que la grippe, ce n'est pas une maladie de l'homme. La grippe, c'est une zoonose. La grippe, c'est une maladie du porc. Et l'homme a été contaminé dans le néolithique. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les cours d'histoire, etc. Le néolithique, quand l'homme a rapproché les animaux de lui, la standardisation, quand il a commencé à s'est arrêté, il a construit une maison et tout, etc., il a mis des animaux à côté de lui, et le porc lui a transmis ces virus. Ça, c'est démontré hein, scientifiquement. Donc, la grippe, on ne peut pas l'éliminer. Et le virus de la grippe, il va vivre avec nous, on doit juste se prémunir. Voilà, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Alors, 70 ou 65 pour quelque chose d'individuel, c'est extraordinaire. Je vous donne un autre exemple, hein, pour que vous soyez convaincus. Moi, aujourd'hui, je serais hyper contente si j'ai un vaccin contre le paludisme qui protège à 60%. Je serais ravi, parce que ça va éviter 500 000 morts par an en Afrique. Mais on n'en a pas, malheureusement. Le vaccin de Patario, il est arrivé juste à 33%. Et le vaccin qui est en train de cours d'essai, jusqu'à maintenant, on arrive à 45-50%. Il n'est pas vaccinisé. Une dernière question qui est un petit peu peut-être métaphysique. Comment réfléchir quand on a un produit de ce genre, c'est vrai, les études c'est bien, quand un pédiatre, il gagne à vacciner. Il est payé sur la consultation, et les firmes, par exemple, même les États-Unis, si vous prenez l'exemple de la Ritaline, c'est de l'argent, ils ont des hyperactivités, donc ils ont promu la Ritaline. Donc les États-Unis, ce n'est pas vraiment un exemple, je ne connais pas. Donc comment réfléchir de manière le plus honnêtement possible, moi dans mon petit cabinet, et ne pas arnaquer les gens. Ça me pose un problème, je pense que la majorité des... Je suis passé par la même phase de doute que vous. Alors peut-être j'ai l'avantage que 35 ans que je fais de l'infectiologie, et le jour où j'ai vu mourir des malades de la grippe, je me suis dit, mon Dieu, parce que vous n'avez pas encore vu de mort de la grippe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la grippe, en général, c'est banal et c'est traité ambulatoire et tout. Et moi, j'ai vu mourir des femmes jeunes, 35 ans, 25 ans, etc., de grippe dans des cliniques privées à Casablanca. Je me dis, mon Dieu, c'est pas possible, ça, on ne va pas quand même mourir de grippe en 2016, en 2017, en 2019, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous allez voir des morts, vous allez comprendre que la grippe tue. Par le vaccin. Voilà, et tue. Et tue pourquoi? Parce que la personne n'a pas été tout bêtement vaccinée. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous, je pense que c'est de l'achat de Mme Sraoui qui a évoqué la problématique qu'on a eue l'année dernière. Bah, la problématique a été soulevée après la mort d'une femme à l'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca. C'est aussi simple que ça. Et c'est dramatique. Quand vous voyez le père, comment il parle, ben, vous avez les larmes aux yeux. Il vient de se marier, il est content, sa femme est enceinte, il va avoir un enfant, et puis la mort de la femme, la mort de l'enfant, c'est un drame. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Question métaphysique, question métaphysique. Donc, dernière question, Dr Touzani. Merci. Casablanca est une grande ville. El Jadida l'est grande, mais par son arrière-pays. Il se trouve que dans le même cabinet, peut-être à 10 minutes d'intervalle, on reçoit deux types de malades, deux types d'enfants ou de malades qui souffrent de la grippe. Pour le premier, je suis parfaitement d'accord avec vous, et vous avec moi, si je dis que l'abstention d'une antibiothérapie peut être, disons, la bonne attitude. Parce qu'on a l'occasion et le temps, peut-être, de le revoir un jour, 2 jours après, et redresser le tir
si redressement il devrait y avoir. Et dans l'autre cas, est-ce qu'on adopterait la même attitude ou il serait, disons, mieux pour lui de le mettre sous antibiotique, même si c'est d'une manière scientifiquement abusive, mais dans le seul souci, justement, de prévenir et de prévoir une surinfection. Très bien. Qu'en dites-vous? Alors, premièrement, Casablanca, c'est une grande campagne, c'est pas une grande ville. Non, je parle sérieusement. Hein. Moi, je vis à Casablanca, c'est une grande campagne. Il y a des charrettes, il y a des trucs, il y a des chats, il y a plus de chiens. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la rage. Moi, je travaille beaucoup sur la rage. J'ai une association marocaine de lutte contre la rage, etc. Quand on voit un petit peu avec les gens qui ont ça, etc., les vétérinaires, le nombre le plus élevé de chiens errants qui existent au Maroc, c'est à Casablanca. Vous n'allez pas me dire que Casablanca, c'est une ville. Ça, c'est un détail. Deuxièmement, du point de vue urbanistique, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une ville. Il ne répond à aucune norme urbanistique et je prends la responsabilité de ce que je dis, parce que j'ai discuté avec des grands urbanistes, soit français, soit marocains, et m'ont confirmé la chose. Alors, depuis le plan Écochard, le plan Écochard, tenez-vous bien, 56. Depuis le plan Écochard, il n'y a aucun plan urbanistique qui a été fait à Casablanca. Celui qui veut construire, il construit. Je mets allé, je mets etc. Ouais, mais je m'arrête là. Pas la peine pour ne pas vous. Vous avez de la chance de vivre à Al-Jadida, la chance, vous avez. Non, ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à votre place? Moi, ce que je fais, c'est pas ce que j'aurais fait, ce que je fais. Ce que je fais, c'est que souvent, je me tends dans cette situation. Le malade, il me dit, moi j'habite à Nouassa, j'habite à Hitsoualem, j'habite, etc. Je lui dis, voilà, vous commencez par ça, prenez du paracétamol, de l'eau, etc., vérifiez votre température, et si je lui donne un antibiotique, ne prendre qu'après avoir, écrivez-moi un WhatsApp. Je travaille tous les jours avec des WhatsApp des malades. Là, il me dit, voilà, je commence à frissonner, machin et tout, etc. J'ai tel ça, j'ai ça. Commencez l'antibiotique que je vous ai demandé de prendre. Allez le chercher et prenez-le. Je ne sais pas si ça va marcher avec vous ou pas, mais essayez quand même ça. C'est intéressant. Au moins, je n'ai pas donné un antibiotique pour libérer mon angoisse. Moi, je dis toujours que si le médecin est angoissé, parce qu'il a peur que le malade fasse une complication, il doit prendre de l'exomil. Non, c'est mon point de vue. J'ai compris la dernière fois lors des journées de pneumo. Oui. J'avais compris que pour je vous avais d'ailleurs posé la même question s'agissant de l'amoxicilline, est-ce qu'il y avait de la résistance? Et vous avez répondu que non. Non. Alors, étant donné vous parlez des pneumonies ou des angines. Voilà. Alors, les pneumonies et les angines, on commence toujours, jusqu'à aujourd'hui, avec les recommandations, qu'ils soient européennes ou américaines, avec l'amoxicilline. Oui. L'avantage que vous avez avec les pneumonies, c'est que vous faites une évaluation 48 heures après le début du traitement. Alors, je parle bien sûr d'une pneumonie qui est simple, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de critère de gravité. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de... Pour à plus de 160, il n'y a pas de fréquence respiratoire plus de 37, etc. Il n'y a pas d'âge plus de 65, etc. Donc, on fait les réévaluations. Si ça ne marche pas, soit vous ajoutez un autre antibiotique, soit vous changez l'antibiotique. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas dit que la résistance n'existe pas. Le pneumocoque à Casablanca, il a atteint un taux de résistance, ce qu'on appelle, nous, la diminution de sensibilité à la pénicilline, il a atteint un taux de 20%. Il y a de la résistance. J'ai dit, il n'y a pas de résistance de streptocoque dans les angines. Oui, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé à Casablanca de streptocoque résistant à la pénicilline dans les angines. Une question d'ordre pratique. J'ai vu les posologies, la dose du vaccin c'est 0,5. Oui. Et l'enfant c'est 0,25. Non, j'ai mis 0,25 et 0,5. Oui, 0,25. Mais les gens du laboratoire m'ont dit qu'on peut utiliser 0,5 à partir de 6 mois. Oui. Il n'y a aucun risque de faire l'injection de la dose complète. Non, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, on utilise 0,25. Oui, c'est à l'âge où il y a 0,25, on peut mettre la seringue 0,5.
Ils prennent la responsabilité de ce qu'ils ont dit. Hein. Les dernières recommandations de l'ARSAF. Oui, oui. Moi, je vous ai montré Même l'info FAC Maroc, il y a... Non, votre question, il faut que je puisse comprendre. Votre question, est-ce que, c'est-à-dire que si je mets 0,5 à la place de 0,25, l'enfant ne court pas de risque? Non, en général. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a jamais démontré que l'effet secondaire est proportionnel à la dose, si vous voulez. Si on ajoute, ce n'est pas un problème. Voilà. Si on diminue, oui, on est inefficace. Donc, on remercie professeur Chakib pour C'est avoir moi fait qui vous le déplacement malgré une journée chargée. On remercie l'assistance et vous demande de rester un petit peu patient parce que ça va brûler. Ça va brûler avec des brûlures et le laboratoire GSK qui vont présenter un thème intéressant sur le pneumocoque. Donc vous ne pas rater la session GSK. Un sujet très intéressant, il s'agit des premiers soins des Bonjour, je suis content d'être parmi vous et de répondre à l'invitation de l'association des pédiatres Jadida Kala. Et c'est un honneur pour moi de visiter cette ville qui est à proximité. Et malheureusement, je viens de la découvrir ce matin. Bon, pour vous parler... Pour vous parler d'un problème de santé publique, d'un problème méconnu qui règne dans des illusions et que c'est un métier que j'ai aimé et j'ai pratiqué plus de 25 ans. C'est de vous parler du vrai problème, connaissance du problème et application pratique. En commençant par des définitions. On est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire premier soin? Qu'est-ce que ça veut dire brûlure et milieu pédiatrique? Je commence déjà par le milieu pédiatrique. En pédiatrie, c'est un groupe hétérogène. Un nouveau-né n'est pas un nourrisson, n'est pas un enfant, n'est pas un adolescent. Ce n'est pas la même surface, le même poids, les mêmes pathologies. Merci. La pédiatrie plus brûlure, déjà c'est un facteur de gravité qui nécessite obligatoirement l'avis d'un spécialiste. Les premiers soins, nous allons voir. Les premiers soins sont les soins d'urgence administrés immédiatement à une personne blessée. Ça, avec le concept classique que je considère la brûlure, c'est un accident aigu. Certes, chez l'adulte, mais pas le cas chez l'enfant. Parce qu'à chaque moment de son évolution, de sa croissance, la brûlure constitue un accident, un problème, il pose un problème qui nécessite des interventions en urgence et qui peuvent être considérées comme premiers soins. Il s'agit donc du domaine de la prévention secondaire, tertiaire, que vous, les pédiatres, vous êtes plus initiés. Qu'est-ce qu'une brûlure? En définissant la brûlure, que c'est une nécrose de revêtement cutané et ou des tissus sous-jacents consécutifs à l'action de certains agents thermiques, électriques, chimiques ou par radiation. C'est un problème de santé, pathologie qui est méconnue, je dis bien méconnue. Allah a dit il y a 3 ans qu'il faisait partie du programme de formation. Et c'est un type, c'est l'exemple type des urgences de chirurgie plastique. Pour connaître le problème,
il faut commencer par le commencement. Ce sont les étiologies. Et dans quelles sont les circonstances de survenue? La majorité de ces brûlures, en milieu pédiatrique, je veux dire, c'est par contact, flamme, liquide chaud, solide. 52%, ce sont des accidents domestiques, bien sûr criminels. Et de ces brûlures, ce sont les brûlures thermiques qui sont les plus fréquentes. Les brûlures électriques, ils ne constituent que 5% en milieu pédiatrique. Ils sont en général, c'est l'enfant qui est en train de découvrir son périmètre social et qui prend la prise de courant et la met dans sa bouche. Bien sûr, la mauvaise utilisation des ustensiles dans les cuisines et les brûlures par flamme de la petite bonbonne de butane. Comme le milieu pédiatrique, c'est un milieu hétérogène, la pathologie des brûlures est également hétérogène. Et là, la similitude sur le plan terminologie, on parle des brûlures. Par exemple, les brûlures électriques, ce ne sont pas des brûlures de la superficie vers la profondeur. C'est l'os qui brûle. Ce sont des brûlures de la profondeur à la superficie. Donc, on ne va pas évaluer la surface. Ils sont graves d'emblée. Brûlures chimiques. Les brûlures par acide également sont des brûlures de la profondeur vers la superficie. La surface corporelle brûlée, macroscopiquement évaluable, n'est pas valable, il ne faut pas la retenir. Et bien sûr, ils ont des points de divergence anatomopathologiques et physiopathologiques, les brûlures électriques. Le premier retentissement, c'est rénal et musculaire par la rhabdomyonévrose. Donc, la pathogénèse que je viens de dire, ce sont des brûlures de la superficie vers la profondeur, électriques de la profondeur vers la superficie, chimiques qui sont évolutives, des surfaces avec absorption, donc intoxication parfois associée, donc de la profondeur vers la superficie, et les brûlures par radiation, qui sont des brûlures évolutives cellulaires et non pas tissulaires, et qui viennent tardivement par rapport à l'agent causal. Les brûlures thermiques sont les plus fréquentes dans notre pratique quotidienne en milieu pédiatrique. Si je prends la peau avec ces deux couches, épiderme et derme, au niveau victime, sur le plan anatomopathologique, une lésion, une agression thermique, il va créer une zone de coagulation, une zone de stase et une zone d'hyperthermie. Ça, c'est la lésion élémentaire anatomopathologique pour comprendre la brûlologie en général. L'agression thermique, donc, il va entraîner une nécrose cutanée plus ou moins profonde, avec une inflammation plus ou moins profonde, œdème, douleur, chaleur, ce sont les caractéristiques anatomopathologiques que nous avons tous eu à l'amphithéâtre. Cette inflammation, elle peut être localisée s'il intéresse une petite surface, il va être généralisé si la surface est étendue. Localisé, il va entamer la vascularisation juste en aval, et généralisé, c'est la maladie inflammatoire. La pathologie des brûlures est une pathologie inflammatoire. Juste après l'accident, c'est un phénomène inflammatoire, c'est un syndrome inflammatoire majeur. 48-72 heures, c'est une dépression immunitaire et une perturbation inflammatoire. Le retentissement général, ça pour vous rappeler, ou bien pour vous juste partager avec vous, que un nourrisson a une surface cutanée rapportée au poids beaucoup plus importante qu'un adulte, qu'un adolescent. Mais vous, les pédiatres, vous tenez compte de l'ensemble de ces paramètres, c'est-à-dire vous prenez vos patients du nouveau-né jusqu'à l'âge adulte, adolescent, jusqu'à 14 ans. Donc, il n'y a aucune part, c'est-à-dire vous êtes plus, au principe, vous devrez être plus sensibilisés aux problèmes des brûlés que nos collègues, ou bien les collègues qui s'occupent juste de la pathologie adulte.
Également, le retentissement et les variations, la répartition du secteur hydrique qui varie entre du fœtus jusqu'à l'adulte. Et vous voyez bien sûr que cette répartition hydrique est plus importante lorsqu'on est jeune. Donc toute perturbation, toute perte, il va nécessiter une recompensation plus importante. Classiquement, je ne vais pas, comme j'ai promis, ما غنعاودش لكم على الصوديوم منين كيهرب والبوتاسيوم منين كيدخل والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. داكشي كنحفظوه كندوزو به الامتحان وكيضرنا في راسنا. نو مع 8 الليل غادي ما غاديش يجي. Donc j'ai abrégé pour vous montrer qu'il y a une phase électrolytique importante pendant les 40 premières heures, une phase métabolique, et qui fait pour les grands brûlés, et qui ne fait pas l'objet de ce cours. Donc, cette phase qui dure 48 premières heures, et c'est l'hypovolémie, l'œdème et l'exsudat, et la phase métabolique, c'est jusqu'à la fin de la cicatrisation, où il y a des réactions neuro-endocriniennes qui pourront peut-être l'objet d'autres conférences. Les fluides plasmatiques et de volume extracellulaire nécessitent une recompensation rapide, c'est-à-dire c'est une urgence. Je veux bien insister que pour un brûlé, ce n'est pas le pansement, mais c'est de prendre une voie veineuse. Ce n'est pas le pansement, mais c'est une voie veineuse. Parce qu'on perd des enfants brûlés parce qu'ils n'ont pas de voie, parce qu'ils n'étaient pas hydratés à temps. Les conséquences systémiques d'une brûlure, ils sont multisystémiques. Cardiovasculaire, c'est pour les brûlures étendues, bon, que vous allez évacuer. Bien sûr, une bronchoconstruction, donc il faut, pour transférer un malade, il faut noter pour les pédiatres dans un centre spécialisé ou chez un spécialiste dans la prise en charge de brûlés ses antécédents pulmonaires pour qu'il se tienne compte. Son état de vaccination, s'il présente une grippe, si, c'est le carnet, ce sont les renseignements qui seront notés sur son carnet. Cardiovasculaire, augmentation de perméabilité capillaire, vasoconstriction périphérique avec ileus intestinal, tout ça c'est classique. Donc l'évaluation de la surface cutanée brûlée, et peut-être qui a dérangé lors des études, lors de la période estudiantine à la faculté, pas mal d'étudiants, on se réfère à la table de Landroder qui prend une répartition en fonction de l'âge. Moi, je vais vous simplifier la vie. Une pomme de main, 1% chez l'adulte. Une pomme et demie chez un enfant de moins de 10 ans. Et on compte juste le 2e degré et le 3e degré. Le 1er degré et le 2e degré